Dany Laferrière est l'invité de la Grande Galerie francophone. Bonjour Dany. Oui, bonjour. Et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Grand intérieur rouge, un seul art. Il n'y a qu'un seul art. Ah oui, c'était la proposition. Ce n'est pas de moi, c'est de la collection de Charles Dantzig. Oui, c'est-à-dire les arts se relaient entre eux. Et je crois qu'il n'y a qu'une seule manifestation de l'émotion, en fait. Alors, qu'est-ce que l'art apporte à votre vie? C'est la première question et c'est un rituel. Et il dérange ma vie. Et Il dérange? Oui, 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 oui. Moi, je crois que l'art dérange ma vie. Il m'emmène toujours dans une autre direction. Quand je me prends au sérieux, quand les choses semblent plus tristes que d'ordinaire, eh bien, l'art arrive et puis c'est une sorte de fête. Une sorte de fête. Oui. Et c'est vrai que vous avez connu des moments dramatiques dans votre vie, notamment à Haïti, lorsque vous viviez sous la dictature et que vous étiez un opposant à Duvalier, que vous avez quitté votre île, que vous avez choisi l'exil pour rejoindre les terres enneigées de Montréal et de Nathalie Lesage. Vous étiez parti avec 20 $ en poche et vous êtes devenu l'écrivain à succès que l'on connaît. Un artiste qui a accompagné votre vie, il était déjà présent dans votre premier livre. Oui, tout à fait, c'est Matisse. Quand j'ai publié mon premier roman, je voulais absolument que l'éditeur mette ce tableau Grand intérieur rouge. Donc j'ai dû le décrire dans le livre pour m'obliger à faire ça. Donc j'étais à Montréal chez un éditeur, VLB Éditeur. Et quand on a publié le livre qui a eu un certain succès à Montréal, on l'a envoyé en France, 3000 exemplaires. Et puis les héritiers Matisse ont fait rentrer le livre parce qu'on n'avait pas le droit de mettre le tableau sur la couverture. Et 40 ans plus tard, ce sont les mêmes qui m'ont demandé de faire un livre sur le même tableau, mais ils avaient oublié. Il y a quelque chose d'ailleurs que disait Matisse en 1947 et qui vous correspond bien. Il disait « J'éprouve la curiosité que donne la découverte d'un pays nouveau, car je n'ai jamais été aussi clairement en avant dans l'expression des couleurs. » Et vous, vous avez trouvé des pays nouveaux. Vous avez trouvé le Canada. Ah oui, la bien France. sûr, le Québec, Montréal, et surtout Paris et le Japon, dans l'imaginaire, puisque j'ai écrit un livre dont le titre c'est « Je suis un écrivain japonais ». Oui. On a tous les droits. Mais parce que vous êtes haïtien, mais vous êtes un écrivain japonais. Bon, je trouve que c'est même pas assez la planète. On devrait pouvoir aller ailleurs. Oui, n'importe où, on a tous les droits. On le fait aussi dans l'imaginaire. Et bien sûr, c'est ce que promet là et c'est ce que... Moi, je ne suis pas comme Matisse, je n'ai pas connu tous les pays. Et je reste un petit peu timidement en arrière pour avoir quelque chose à découvrir. Et vous dessinez, c'est assez fascinant. On va parler de votre travail de création et vous peignez également. J'aimerais juste savoir quel est le deuxième artiste que vous vouliez évoquer. Or que je vais évoquer, bon, il y en a plein, mais quand j'ai quitté Haïti après le tremblement de terre de Port-au-Prince, et il y a quelqu'un au Louvre qui a voulu me faire un cadeau, il m'a demandé quel artiste vous voudriez voir seul. Alors, je crois que le Louvre ferme le mardi. Ouais. Il m'a emmené et j'avais choisi le Gilles de Watteau. Et parce que... Watteau ? Oui, oui, le Gilles. Parce que c'est comme un grand niais qui est là. Et puis, tout le monde s'embrouille de lui. Il est tellement émouvant. Oui. Que j'ai toujours... les autres ne savent pas qu'il est au-dessus de tout, qu'il flotte. Et pour moi, c'est le personnage le plus intéressant, surtout... Parce que c'est un personnage qui est évanescent. Oui. Qui est très très loin du drame que vous veniez de connaître et de traverser. Oui, mais qui a ravagé Haïti. Mais c'est ça que je voulais la légèreté. Et d'ailleurs, j'avais assisté au triomphe de la légèreté durant le tremblement de terre. Et parce que quand les maisons, les immeubles tombaient, les fleurs restaient impassibles. Donc voilà. Et quand on ne résiste pas, on finit toujours par flotter et par gagner. Et je voulais vous demander, Dany, dans votre livre, vous dites que Haïti est finalement peut-être pas l'endroit le plus pauvre du monde parce que tout le monde là-bas peint. D'abord, je voulais savoir, est-ce que c'est vrai D'abord qu'il a dit, c'est Malraux, quand il est venu en 75 à Port-au-Prince, j'y étais, et il a dit c'est un peuple qui peint.
Oui. Et Morand, lui, dans les années 30, a dit qu'en Haïti, tout finit par un recueil de poèmes. Vous voyez, donc c'est bien pour inviter quelqu'un d'Haïti dans cette émission. C'est génial. On a tous les arts. Quelqu'un même a ajouté qu'en Haïti, la peinture est aussi populaire que le football. Et alors, il y a des dessins de vous dans ce livre. C'est vrai que quand on parle d'Haïti, les préjugés, mais la réalité aussi, et vous-même, dans votre livre, c'est associé à la pauvreté, à la très grande pauvreté. Ma mère et moi, on vit près de la mer, mais pas loin d'une montagne d'immondices. Mais malgré tout ça, la beauté reste présente. Comment l'expliquer, Dany Laferrière ? Il faut peut-être remonter très loin. Et la beauté est liée à l'identité, c'est-à-dire à ce que vous êtes confiant dans la vie, tout simplement. Et ce pays est assis sur un trépied assez solide. Et ils ont connu une indépendance, la première dans l'histoire humaine d'ailleurs, que des esclaves sont devenus indépendants. Puis ils ont forgé une langue dans l'enfer colonial, le créole. Ils ont adopté, ils ont utilisé une religion, le vaudou, pour créer leur Venu d'Afrique. Venu d'Afrique, et ils l'ont un peu tropicalisé. Et quand on a un trépied comme ça, on se tient. Oui. Il y a aussi d'autres artistes qui sont présents dans ce livre. Il y a Basquiat et vous avez cette reproduction qui est assez formidable de Basquiat avec ce commentaire « Tous mes amis rêvent d'être aussi célèbres que Basquiat. C'est d'un ennui. » Pourquoi ? Mais parce que s'ils sont en train de peindre et qu'ils sont noirs, ils pensent qu'ils sont Basquiat. Et je trouve que il n'y a pas d'identification possible à l'art. N'importe qui peut faire n'importe quoi. Un jeune homme tuberculeux d'un quartier pauvre n'est pas moins ni plus génial qu'un jeune fils d'aristocrate dans un château. Bien sûr. C'est ça la puissance de cela. Dans ce livre, il y a donc ce tableau Grand intérieur rouge de Matisse. On va le voir apparaître à l'écran. J'aimerais que vous nous le décriviez, ce que vous y voyez et pourquoi est-ce qu'il vous touche autant ? Je sais pas, il y a quelque chose de cannibale en même temps. De cannibale ? Oui, les couleurs, le jaune, le rouge. Oh, moi aussi. Oui. Mais je précise que c'est Modigliani, la cravate. C'est pas Matisse, mais c'est pas loin non plus. Quelque chose de sauvage, de spontané, de primitif. Mais c'est une simple chambre ? Eh bien, c'est ce qu'on croit. Et c'est ce qu'on croit. L'agencement des couleurs, les taches. Il y a un tigre par terre. Enfin, il y a des animaux qui sont là. Et puis, il y a cette fenêtre qui vous donne l'impression qu'il se passe quelque chose à l'arrière. C'est un tableau qu'il faut regarder longtemps, calmement. Et puis, il y a les couleurs qui vous sautent au visage. Vous pensez qu'il est primitif, Matisse ? Vous pensez que c'est un peintre primitif ? Pas tout le temps, mais je crois que la différence, c'est que généralement, occidental, le point de fuite, le tableau vous invite à le pénétrer. Dans la peinture haïtienne, on a l'impression que tout est au premier plan et que le tableau vous saute au visage. Mais en fait, la perspective se trouve dans le plexus de celui qui regarde. Et oui, je pense que Matisse est des nôtres. On va continuer à parler de peinture, on va parler d'écriture avec vous, Dany Laferrière. Mais d'abord, l'actualité artistique de la semaine, c'est la claque. Et la claque de la semaine, elle démarre. Et c'est bien normal, toujours avec Nathalie. Forcément. Bien sûr. C'est la tradition. Et on est attaché à la tradition. Je vous amène du côté de l'Angleterre. Je vous présente aujourd'hui une artiste britannique que j'adore, qui s'appelle Tracey Emin. Peut-être vous la connaissez, qui s'est fait connaître surtout en exposant et en exploitant ses blessures qu'elle a fait comme matière première. Donc, on parle ici de blessures assez profondes, les viols, les ruptures, la maladie. Elle s'est fait connaître dans les années 90 avec un mouvement qui s'appelle les Young British Artists, qui avait secoué l'art contemporain, et un certain Damien Hirst appartenait d'ailleurs à ce mouvement, et elle avait secoué les Britanniques, la pudeur britannique, avec une œuvre qui s'appelle My Bed. Et je suis certaine, Dany, que vous auriez aimé peut-être décrire en vos mots ce bed en question, puisque c'est son lit à l'état brut, après y avoir passé plusieurs jours, après une période un peu dépressive. Donc, elle y a bu, elle y a fumé, elle y a fait des choses avec d'autres personnes. Donc, on trouvait des petites culottes pas propres,
voilà, plein de choses. Donc, évidemment, ça avait énormément secoué à l'époque et elle revient, et littéralement d'entre les morts, puisqu'elle a survécu à un cancer fulgurant. Elle revient avec une exposition rétrospective avec un nom très évocateur. Donc, c'est A Second Life et c'est présenté donc au Tate Moderne de Londres. C'est très fort. Oui, c'est très, très puissant. Donc, c'est une rare occasion de découvrir ou de redécouvrir, voilà, presque 40 ans de carrière à travers tous ces médiums, parce qu'elle s'exprime sur plusieurs types de médiums, que ce soit la broderie, que ce soit les peintures ou ces peintures monumentales où elle exploite surtout la douleur du corps et particulièrement la douleur du corps féminin. Donc, c'est claque garantie, coup de poing garanti et c'est bouleversant de vie. Donc, allez voir ça, Tracy Emin. Merci Nathalie. Sylvestre, ta claque de la semaine. Ma claque de la semaine, c'est La Mise au tombeau. C'est une œuvre de l'immense peintre surréaliste belge Paul Delvaux, un artiste qui aimait beaucoup le monde ferroviaire et les squelettes. C'est un tableau qui a été peint en 1951, qui a beaucoup choqué à la Biennale de Venise en 1954, où il a été montré par la Belgique, dans le pavillon belge, parce que Paul Delvaux avait remplacé les différents protagonistes de cette scène, dont la Vierge Marie, par des squelettes, ce qui avait beaucoup choqué les autorités cléricales. On peut voir d'ailleurs sur le tableau que j'ai approché l'étiquette qui est derrière, qui est une étiquette qui rappelle que ce tableau a voyagé à Venise. Il y a des étiquettes aussi de Taïwan ou de Washington, parce que c'est un tableau qui a beaucoup été prêté par la Belgique. Et j'ai eu l'occasion et la chance de pouvoir le côtoyer, ce tableau, sous toutes les coutures, puisqu'il est dans les réserves du musée d'Ixelles, qui est une des 19 communes de Bruxelles. Et c'est un musée qui retrace la totalité de l'art belge depuis 1892. Ce musée a été fermé pendant 8 ans. Il va rouvrir bientôt, donc en mars 2027. Et cette mise au tombeau, c'était aussi un petit clin d'œil à Dénélia Ferrière, puisqu'il y a beaucoup de crânes dans la tradition vaudou haïtienne. Et ce tableau, c'est aussi une sorte de syncrétisme, finalement, comme je le disais tout à l'heure. Margot, ta claque? Moi, ma claque, c'est Marilyn Monroe. Elle a 100 ans cette année et un siècle après sa naissance, cette icône qui était née Norma Jean Baker, c'était son nom, qui avait été baladée de famille d'accueil en famille d'accueil, qui a été la maîtresse de JFK, qui est morte d'une overdose à 36 ans, n'a pas fini de fasciner le monde entier. Elle a incarné durant sa toute petite vie vraiment l'image du sex symbole, de la pin-up, comme on disait à l'époque. Et on s'en souvient essentiellement pour ça, pour sa beauté et pour le phénomène culturel qu'a engendré sa beauté. Mais Marilyn, c'était avant tout une actrice, et une vraie actrice, pas une petite actrice. Elle a 30 films, plus de 30 films à son actif, un vrai savoir-faire, une palette de jeux, d'émotions, vraiment une vraie technique et beaucoup de talent. Le mythe Marilyn a souvent balayé cette carrière, parce que les médias ont fait leur miel de tous ses problèmes émotionnels et amoureux. Sa célèbre réplique d'ailleurs dans Les hommes préfèrent les blondes résume bien l'équation. Je peux être intelligente quand c'est important, mais la plupart des hommes n'aiment pas ça. Les hommes comme le monde ont toujours préféré construire autour d'elle une légende, celle de la femme alanguie qui savait jouer que son propre rôle en fait, et c'est pas très juste. Et c'est pour ça que la Cinémathèque de Paris lui dédie une expo à cette Marilyn comédienne. Voilà, une expo que je vous recommande parce qu'on redécouvre toute cette palette dont elle était capable. Il y a les reines du musical, Niagara, Acting in the Cinema, certains l'aiment chaud évidemment, et beaucoup d'autres très bons films. Donc voilà, allez voir cette expo et puis Happy Birthday, Mrs. Marilyn. Merci Margot. Charlie, oui. Ta claque de la semaine? Alors, je dois dire déjà une chose, Nathalie, on a failli avoir la même claque. Scandale. Eh oui, mais justement, parce que je vais aussi parler d'une femme. Elle s'appelle Renée Cox, elle est jamaïcaine, voilà. Et son travail, elle est photographe, mais également féministe et militante. Et sa principale motivation, c'est de déconstruire les stéréotypes, interpeller le spectateur et reconfigurer le corps de la femme. Et souvent, elle détourne des œuvres aussi très connues. Elle se représente elle-même. Et je trouve son travail extrêmement frappant et très, très beau. Merci, Charlie. On va prendre maintenant la direction du Grand Palais à Paris pour une exposition consacrée à une artiste suédoise du 19e siècle, Hilma af Klint. Qui était-elle? Alex Vizorek a mené l'enquête, c'est le Viseur Expert. Et aujourd'hui, cap sur le Grand Palais pour découvrir une peintre suédoise, Hilma af Klint. C'est une pionnière de la peinture abstraite. Elle a commencé à étudier aux Beaux-Arts de Stockholm avec que des hommes. Bah bien sûr, une femme dans une école d'art, à l'époque pour la société, c'est abstrait. En fait, Hilma af Klint mène une double vie.
D'un côté, elle peint des œuvres figuratives très conventionnelles, comme ici cet autoportrait, mais on sent bien que ça la rend pas heureuse. Et en secret, elle peint des œuvres plus abstraites, comme celle-ci. Et ça, c'est la seule œuvre qu'on peut diffuser à la télévision quand il n'y a pas de signal. Elle a beaucoup dit que ses œuvres lui étaient inspirées par des esprits. C'est pratique, hein. En même temps, comme ça, si le tableau est raté, c'est pas de ta faute. Hein. Les esprits. Autre œuvre, celle-ci. Alors, moi, je sais pas ce qu'il y a écrit dessus, mais si vous demandez à un pharmacien, il va vous déchiffrer ça. Bon, après, il y a des œuvres beaucoup plus claires, comme celle-ci. Ça, je la comprends. C'est des parasols plantés sur une plage bondée. Ou comme celle-ci, où on reconnaît bien un escargot en plein trip psychédélique après avoir fumé toute l'herbe du jardin. Rendez-vous donc au Grand Palais pour découvrir la Suédoise Hilma af Klint. The winner takes it all. C'était le viseur expert. Merci Alex. Dany Laferrière, Nathalie voulait revenir sur Grand Intérieur Rouge, ce livre donc qui est paru récemment. Oui, parce qu'on a retrouvé, je ne veux pas dire une nouvelle spécialité, mais un peu comme vous aviez fait avec Autoportrait de Paris avec un chat ou avec L'exil ou le voyage, on retrouve vos textes écrits à la main et des illustrations. Et je me demandais à quel moment, c'est ça, ce besoin, cette envie de dessiner s'est invité dans le parcours de l'écrivain. J'étais fatigué. Oui, c'est vrai. C'est l'explication la plus étonnante et la plus sincère qu'on ait entendue toute la saison. Non, c'est vrai. Quand j'écris pour les autres. J'ai l'impression de fournir un travail, une dépense d'énergie, des réflexions pour essayer de toucher les autres. Et quand je peins ou dessine, c'est pour moi. Et la fête est sous ma main, sous ma paume. Et c'est là. Et quand c'est fini, c'est Donc complet. quand vous êtes fatigué d'écrire, vous dessinez? Quand je suis fatigué de vivre, je dessine. Je dessine. L'écriture, elle est là chez vous comme une seconde nature, on peut dire ça? Mais pourtant, elle vous permet de quitter votre peau de temps en temps. C'est ce que vous écrivez, ce sont vos mots. Et vous racontez d'ailleurs une très jolie anecdote. Votre propre mère vous dit qu'en vous lisant, elle ne vous reconnaît pas toujours. Et vous ajoutez avec une certaine satisfaction qu'à ce moment-là, elle a résumé l'essence de votre travail. Oui, parce que les gens me demandent toujours des questions très concrètes et très précises. Et des gens qui connaissent la littérature. Après, ils vous demandent est-ce que c'est vous? Alors que ma mère dit qu'elle ne me reconnaît pas, elle reconnaît les lieux, elle reconnaît les émotions, les couleurs, mais il y a quelque part, c'est exactement la description d'un rêve. Oui. On rêve, donc quand on rêve, on déplace les choses. On met une émotion à Paris, une couleur à Tokyo, et quelque chose. On a tout l'univers. Donc ma mère a décrit ce qu'est la littérature beaucoup mieux que les professeurs de littérature, qui vous parlent de choses excessivement complexes et difficiles, et à la fin vous dit, est-ce que c'est vous vraiment? Il y a une question que tu voulais poser sur la francophonie. Oui, sur la francophonie, sur votre langue, parce que vous avez une langue très particulière. Vous avez une langue très libre, un français très libre, un français très clair, une manière d'écrire qui emprunte aussi à la créolité. On parlait de syncrétisme, mais il y a de ça aussi dans votre manière d'écrire. Mais néanmoins, vous considérez que la francophonie doit être désaxée, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être centrée, ici par exemple, ce que les Belges pensent aussi, que la francophonie n'est pas nécessairement à Paris, par exemple. Et vous êtes... Oui, les Canadiens aussi. Les Canadiens pensent la même chose. Oui. Mais donc vous êtes... même le mot francophonie pour vous est un peu compliqué. Je trouve qu'on en parle trop. Je trouve qu'on parle trop de la langue et pas assez de la parole. Vous savez, quand on parle de langue... Quelle est la différence? Eh bien, la langue, c'est structuré. Dès que vous parlez de langue, on se croise les jambes. Et qu'est-ce que vous pensez? Comment? C'est ce que vous faites à l'académie. Vous écrivez un dictionnaire. Oui. Vous définissez les règles. Ah non, je n'ai pas de problème avec la chose elle-même. J'ai dit que j'aime bien quand quelqu'un dit « moi, je vais vous dire quelque chose ». Il n'est pas en train d'essayer de faire la phrase la plus parfaite. Il y a quelque chose qui lui traverse, une émotion qu'il va vous dire.
Et je trouve que ça va très bien de structurer la langue, de permettre à cette personne qui croit qu'il n'est qu'émotion de dire une phrase bien structurée pour dire son émotion. Mais quand même, j'ai envie de temps en temps d'entendre ce qu'il a dans le ventre. La spontanéité. Et pas toujours comment il doit le dire. Oui. Nous sommes tout le temps dans la manière de parler, les accents, les trucs, tout ce qui autour et non cette émotion qui vous traverse quand vous avez quelque chose à dire. C'est extrêmement fort ce que vous venez de nous dire, Dany Laferrière, et je vous en